Bonjour à tous. Bonjour. Alors du coup, moi je m'appelle Yohan Laroudi, je suis artisan, je conçois et je fabrique entre autres des boîtes à mécanismes. C'est une passion. Au début c'était juste une petite curiosité ou autre, ouais. Et depuis ça est devenu voilà, une passion, j'en ai réussi à m'en faire mon métier et j'ai la grande fierté du coup d'arriver à en vivre. On est deux à travailler du coup dessus, ma femme et moi, pour répondre du coup à toutes les demandes qu'on pourrait avoir sur ces sujets-là. Alors, Yohan, peux-tu nous expliquer depuis quand que tu as créé ta société? Alors j'ai créé ma société du coup en 2022, donc suite à un burn-out du coup dans mon ancien travail, j'étais à train voilà, j'avais fini de restaurer du coup ma maison, de retaper ma maison avec ma femme. Il me restait un grand atelier au sous-sol que j'avais utilisé pour la restauration de la maison qui du coup commençait à devenir inutilisé. On m'avait offert un petit laser, des petits lasers voilà, de passionné pour pouvoir m'occuper ou autre, passer le temps. J'ai testé, j'ai fait plein de petites choses avec la famille et les amis. Et puis de fil en aiguille, ça a commencé à prendre de l'ampleur, on a commencé à me demander des choses. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit marché pour tester, avoir un retour, on va dire, impartial, vu qu'on sait que les retours de la famille et des amis, c'est pas forcément toujours les plus impartials possibles. Non, ça, donc le but, voilà, c'était pas forcément de vendre ce que j'avais, c'était plus voilà, savoir un petit peu ce que les gens en pensaient. Et du coup, sur ce fameux marché, je suis rentré, il me restait que ma table et mes chaises. Donc j'en ai déduit en fait deux choses. Un, il y avait de la demande, et deux, j'avais sûrement mal fixé mes prix parce que j'avais tout vendu. D'accord. Et niveau, tu es déclaré en entreprise, en auto-entreprise ou alors je suis déclaré en auto-entreprise, donc assujetti à la TVA par contre. Donc c'est-à-dire que je collecte et je redonne la TVA du coup à l'État. Et l'avantage de l'auto-entreprise, c'est qu'on est vraiment sur une gestion simplifiée. Ce qui me permet moi de me concentrer vraiment sur la partie créative, chose et tout ce que j'adore. D'accord. Là, une petite question en parenthèse. Niveau clientèle, tu as vraiment des clients monsieur et madame lambda ou tu fais aussi tout ce qui est mairie, tout ça, comme c'est des trucs, c'est des livres et tout ça? Alors, sur la partie des boîtes, j'ai vraiment un petit peu de tout. Donc là par exemple on est sur une boîte livre un petit peu pour montrer un petit peu ce que c'est. Hop là, du coup on a un mécanisme en fait qui va carrément venir actionner l'ouverture ou la fermeture de la boîte. D'accord. Donc on est sur un mécanisme entièrement en bois. Et en termes de clientèle, sur un type de produit comme ça, on est essentiellement sur des clients particuliers. Donc qui viennent, qui ont des coups de cœur, qui souhaitent faire des cadeaux ou autres. On touche un petit peu aussi des communautés de communes, vu que je ne travaille pas que le bois, je travaille aussi d'autres matériaux. Je fais par exemple aussi des médailles d'honneur en direction de communes et de communautés de communes. Et dans ce cas-là, ces dernières me demandent une médaille d'honneur, donc généralement en laiton, gravée un petit peu comme une vraie pièce de monnaie, avec par contre un écrin avec un mécanisme, donc un écrin en bois avec un mécanisme d'ouverture. Quelque chose d'original qu'on ne peut pas retrouver ailleurs que chez un artisan justement. D'accord. Un petit peu plus d'un mois, j'ai eu la chance du coup d'avoir été reconnu artisan par la Chambre des métiers, de par mon travail et mon parcours. Donc c'est une fierté. Parce que concrètement, j'ai vraiment mis tout mon cœur dans cette entreprise et dans ce que je fais. Je pense que ça se ressent un petit peu dans les produits que je propose. Et cette reconnaissance est vraiment une fierté. Ça ne porte pas forcément plus de clients, mais au moins ça conforte les personnes dans le choix qu'ils font justement de se diriger vers de l'artisanat français et du Made in France. Et niveau fournisseur, tu récupères, c'est du bois que tu fais et tu vas le chercher où? En France ou à l'étranger ou... Alors, majoritairement, oui, c'est du bois. C'est par contre, en fait, une chose que je regrette et que je déplore, c'est qu'actuellement, en fait, la filière bois en France est, on va dire, mal développée.
Et j'entends par là qu'en fait, elle est très spécialisée dans certaines choses et pas assez dans d'autres. En fait, le truc, ça a été à un moment, il y a certaines années, de vouloir essayer de faire de la rentabilité. Et du coup, on a sélectionné vraiment ce qu'on devait faire. Moi, je travaille du coup avec du bois, donc on est plus sur du tilleul généralement. Et en fait, le type de bois que j'ai besoin d'aller chercher, je ne le trouve pas en fait en France. Ce qui fait que je suis obligé de le faire importer. Ce qui est, je pense, enfin c'est pas je pense, je sais, c'est l'horreur. Enfin moi personnellement c'est un gros point noir que j'arrive pas justement à améliorer. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'en fait ces arbres, le tilleul, vient de France et d'Europe. C'est-à-dire qu'en fait il est abattu, il est abattu en France ou en Europe, il est envoyé dans d'autres pays pour être justement transformé et après il revient en France. Donc au niveau de l'empreinte carbone, c'est pas quelque chose de correct du tout, et j'entends par là que malheureusement voilà, on pourrait très bien le faire en France. Le problème c'est que du coup on n'a pas la technologie, on n'a pas les outils ou autre, et puis on n'arrive rien à avoir en termes de qualité ou de prix comme ce que j'ai actuellement. D'accord. Voilà. Et quand j'ai regardé ton Facebook, c'est pareil aussi, si on t'achète un produit, tu reverses à un organisme pour faire planter des arbres? Alors c'est ça. Et on a donc là je vous ai présenté les boîtes, on ne fait pas forcément que les boîtes non plus, je vous ai dit que je travaille aussi d'autres matières, je travaillais aussi avec des collectivités ou autres, et à côté de tout ça, justement pour pallier à ce problème du bois ou autre, on a en fait déposé une marque qui s'appelle Mon Carnet en Bois. Le principe c'est quoi? C'est de proposer en fait des carnets qui soient totalement, en fait qui puissent sur le concept durer vraiment toute la vie. Donc on est vraiment sur une couverture en bois, on est sur du papier du coup qui est français, on est sur des gravures justement qu'on va faire directement sur le bois aussi. Et le principe c'est quoi? C'est que sur un produit comme ça, en fait pour chacun des carnets qui est vendu, qu'on soit à un particulier, à une entreprise ou autre, nous dans le prix en fait on est calculé un pourcentage du prix qui sera pour la reforestation. Voilà. Donc jusqu'à présent, on faisait appel en fait à une association qui replantait un petit peu partout dans le monde, donc essentiellement bassin de l'Amazonie, bassin du Mékong et bassin du Congo. Sauf que là, on essaie vraiment d'avoir un plus grand impact et de replanter beaucoup plus localement. Donc là, à l'heure où on est, donc en août 2025, on a un accord avec une commune en France pour pouvoir en fait replanter dans leur commune. Et même, on va dire, aller plus loin parce qu'on va intégrer l'école de la commune en fait, dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'avec les enseignants ou autres, on veut leur apporter tout le nécessaire, c'est-à-dire on va leur apporter des plants, des jeunes pousses d'arbres, on va leur apporter tout ce qu'il faut autour, donc que ça soit des arrosoirs, des pots, etc. Le but, c'est vraiment en fait de permettre aux enseignants et aux élèves du coup de travailler autour du vivant, autour de la nature, de montrer en fait aux élèves comment ça pousse un arbre, comment ça va grandir, etc. Du coup, de s'en occuper jusqu'à ce que ces plants-là, jusqu'à ce que ces pousses-là soient en fait suffisamment grandes, suffisamment matures pour qu'on puisse aller les replanter en fait directement dans la commune. Donc le but c'est vraiment, il est double, donc c'est replanter directement en France, replanter aussi des essences locales. Le but c'est pas de se dire on va replanter des essences exotiques ou autres, ça n'a rien à voir, l'impact serait carrément inverse de ce qu'on cherche à faire. Et puis du coup c'est aussi de sensibiliser les jeunes générations du coup au vivant et à la nature. D'accord. Alors, tout le cheminement, on va dire, pour créer une boîte, on a quand même pas mal d'étapes. On va dire que de base, de toute façon, il va falloir qu'on ait l'idée. Donc soit nous on a l'idée, soit du coup le client nous amène à une demande et du coup nous fait une demande plus ou moins précise. À partir de là, en fait, très concrètement, on va venir en faire un croquis assez sommaire avec des dimensions assez sommaire aussi parce que du coup voilà, là par exemple sur cette boîte là on avait vraiment l'utilité de ce qu'on voulait mettre dedans, on avait quelques exigences de la part de la personne qui faisait la demande, mais du coup on n'avait pas forcément plus que ça. C'est là qu'après intervient du coup toute la phase qu'on a sur l'ordinateur qui est une phase en fait du coup de modélisation. Ça va nous permettre de faire toute une première partie de prototypage mais du coup en version numérique comme on peut voir du coup ici.
Vas-y, c'est bon, Yann. Donc à partir du croquis, là du coup on a modélisé la boîte, ce qui nous permet vraiment de pouvoir, on va dire entre guillemets, gagner du temps sur pas mal d'étapes pour justement voir que tout s'imbrique ou autre. Et après envoyer en fait un premier rendu numérique ou au moins avoir une première version de ce que pourrait donner la boîte. Du coup suivant la demande qu'on nous fait. Et à partir de là, on peut carrément en fait en tirer le plan de découpe qu'on a là. Et là, on a vraiment fini la partie prototypage numérique. Et grâce à ce plan-là, on va pouvoir passer sur la deuxième partie qui est le prototypage physique, qui va nous permettre justement de voir tous les ajustements. Est-ce que le rendu est vraiment tel qu'on le souhaitait? Est-ce que le mécanisme répond bien à la demande? Pour après en fait passer vraiment sur la finalisation, la validation de la boîte et après partir sur sa production, que ça soit en produit unique ou en petite ou grande série. Et en moyenne, entre la fabrication et l'achat du client, il y a combien d'heures de fabrication en moyenne? Ça va vraiment être très variable. Oui. Ça va être variable en fonction de la grandeur de la boîte, en fonction de la complexité du mécanisme, très concrètement. Si on veut par exemple prendre l'exemple de la boîte livre que j'avais tout à l'heure, que je vous ai du coup montré, on a eu à peu près 1 mois de modélisation dessus et encore un autre mois pour la finalisation avant de lancer du coup la production de la boîte. Et du coup j'entends par là tout ce qui est ajustement, prototypage physique ou autre. Voilà, donc on va dire que la boîte a pu voir le jour en 2 mois de travail. Voilà, ce qui peut paraître peu ou énorme selon le point de vue de chacun. Mais voilà, le plus important, on va dire vraiment, est l'idée. Parce que au départ, si on n'a pas l'idée, de toute façon, on ne peut rien faire, très concrètement. Oui. Voilà. Et après, c'est les compétences et les connaissances qu'on a à la fois avec notre matériau, donc, qui est le bois, et aussi les machines qu'on va utiliser. Et à titre de renseignement, tu as un CAP en graphisme, en montage vidéo Alors, j'ai aucun diplôme. Voilà. On va dire que j'ai fait, entre guillemets, l'école de la vie par rapport à ça. D'accord. Voilà, qui est, on va dire, entre guillemets, la meilleure façon, on va dire, la meilleure formation. Parce que de toute façon on a envie de faire quelque chose, donc à nous de se donner les moyens et de se donner envie et d'aller chercher ce qu'il nous faut pour arriver à atteindre en fait notre objectif. Voilà. Certes avant j'avais un petit peu de quelques connaissances dans l'informatique ou ceci ou cela, mais j'en avais aucune dans la modélisation graphique, dans la modélisation 3D ou autre. J'avais aucune connaissance dans le bois, j'avais aucune connaissance dans les lasers, dans des machines ou autre. Donc il a fallu se former sur tout ça. Donc ça passe par plusieurs petites étapes. Le livre boîte que j'ai présenté, au début j'aurais jamais été capable de le faire. Le tout en fait c'est de se fixer des objectifs qui sont atteignables et puis de progresser à chaque fois dans tous les cas. D'accord. Niveau logiciel, c'est sur quel tu peux nous donner le nom du logiciel que tu fais ça ou pas du tout? Alors la modélisation 3D je le fais sur Fusion 360. D'accord. Voilà. C'est gratuit, c'est payant? Alors c'est un logiciel qui peut être du coup gratuit sur un accès de base. Et moi j'ai besoin de la version on va dire payante, vu qu'après à partir de la modélisation j'en ai tout un calpinage, tout un plan qui sort, et cette partie là par contre est une option on va dire payante du logiciel. D'accord. Et niveau publicité, tu pars sur quoi? Sur le bouche à oreille, sur Facebook, sur un site internet? Alors on a des réseaux sociaux qu'on essaie de tenir du coup à jour. C'est plus pour les personnes qui du coup nous connaissent déjà, qui nous suivent, pour du coup se tenir au courant de l'aventure qu'on vit, de notre quotidien. On a un site internet sur lequel les gens en fait peuvent nous retrouver pour acheter nos produits. Voilà, ça permet vraiment de passer commande et de payer de manière sécurisée et du coup de pouvoir après recevoir ces produits. Sur un PayPal? Non, c'est sur une boutique Shopify. Voilà. D'accord. Et sinon après on est essentiellement aussi sur du bouche à oreille. La preuve en est, quand tu es arrivé en fait on n'a aucune pancarte, aucune devanture qui indique qu'on est là et qu'on travaille, parce que on aime bien notre tranquillité, un petit peu comme des ours dans leur grotte. On a besoin de tranquillité pour pouvoir concevoir, imaginer et du coup fabriquer. D'accord. Voilà. Donc on n'a pas de magasin, on n'a pas de pignon sur rue, mais c'est aussi ça qui nous permet du coup de ne pas engendrer trop de frais pour justement arriver à en vivre. D'accord.
femme à Johan qui s'appelle Laetitia. D'accord, enchanté Laetitia. Enchantée. Peux-tu nous expliquer depuis quand tu travailles avec ton mari? Je ne sais Alors, pas si vous êtes mariés, mais bon. on est mariés. D'accord. Alors, je travaille avec lui depuis octobre 2024, du coup. Je l'ai rejoint dans l'entreprise à la suite d'un burn-out, moi aussi. Lui, son entreprise a pris vraiment de l'ampleur, donc il avait besoin de quelqu'un. Moi, ça ne marchait plus du tout dans mon travail, j'avais envie de le quitter. Et donc, on a passé le cap. J'ai fini par démissionner et je l'ai rejoint à temps plein, du coup, dans l'entreprise. Et je regrette absolument pas. Ça se passe très très bien. Voilà, le fait de travailler chez soi, le fait de travailler avec son mari, de vivre de sa passion, je pense que c'est quelque chose qu'on peut souhaiter à tout le monde. Donc voilà. Je pense que quand c'est un truc avec des enfants, une maman, ça touche plus voilà, quand elle est heureuse de discuter avec son jeune public, je pense. C'est ça, et puis c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages aussi. Quand je travaillais dans le privé, mine de rien, je voyais pas beaucoup les enfants. Là, j'ai l'avantage aussi d'aller chercher les miens tous les jours à l'école, de pouvoir partager des petits moments de la vie qu'on n'a pas forcément le temps quand on travaille. Quand on rentre à 18 h et qu'il faut prendre la douche, et le bain, et voilà. Voilà, donc là, il y a des moments de partage avec eux, et j'avoue que, pour être honnête, mon moment de préféré de la journée, c'est quand je l'accompagne à l'école et que je vais le rechercher. Ça nous fait nos petits moments tous les deux, des petits moments partagés que j'apprécie énormément et qui me font le plus grand bien, que je n'avais pas avant en fait, de travailler comme ça. Donc ça n'a pas de prix, on va dire. D'accord. Est-ce que l'administration, c'est toi qui gères ou c'est monsieur qui gère niveau papier? En général, ne rentre pas dans les détails. Alors, en général, c'est monsieur. Moi, je gère principalement tout ce qui est inscription au marché, aussi bien ce qu'on fait des marchés médiévaux, du coup, une bonne partie de l'année, tous les week-ends. D'accord. Et après, tout ce qui est marché de Noël. Donc, tout ça, tout ce qui est démarchage pour les marchés, les inscriptions, tout ça. C'est moi qui gère tout ce qui est le recherche, les documents, tout ça. Toute l'autre administration, c'est monsieur. Et le nom, Johan? Celui-là, c'est un cube à mécanisme. D'accord. Un cube de par sa forme, un cube à engrenage. Du coup, on s'est inspiré en fait tout simplement d'un cadran de montre. D'accord. Voilà, donc là, comme un cadran de montre, en fait, on va venir tourner du coup le cadran, ce qui va du coup venir actionner tous les engrenages à l'intérieur, ce qui va permettre de déverrouiller en fait justement la boîte. D'accord. Voilà, parce que du coup, quand le cadran hop est verrouillé, la boîte elle ne peut pas s'ouvrir. D'accord. Voilà. Et comme c'est nous qui concevons tout, de l'idée, du mécanisme jusqu'à la réalisation, c'est pour ça que du coup, on a nos marques sous toutes les boîtes quelque part. Niveau emplacement, tout ça, ça va encore? Non, ça va. Ça va. Ça va faire 3 ans maintenant que l'entreprise est ouverte, et donc du coup, c'est vrai qu'on a quand même maintenant un certain degré où on sait ce qu'il faut cibler, comment, et ça nous aide beaucoup du coup dans nos démarches. Et puis on a quand même maintenant une assez notoriété, on va dire, on nous connaît dans le monde, et donc du coup en général on assure des refus évidemment, parce que voilà, on n'est pas on prétend pas pouvoir rentrer partout. Bah non, ça c'est sûr. Mais on arrive quand même à avoir pas mal de dates et de nous faire connaître aussi dans ce milieu-là, donc c'est déjà ça. Et niveau marché, vous restez que dans l'Oise ou vous faites les autres départements qui sont limitrophes à l'Oise? Alors on fait d'autres départements limitrophes à l'Oise, notamment tout ce qui est 27, l'Eure, du coup, la Seine-Maritime. Là, on est allé la semaine dernière pas plus loin que Domfront, qui est dans l'Orne. Donc 3h30 de route quand même. On est allé sur un marché qui est près de Lille aussi, dans le 59. Et cette année, pour 2025, 2026, je dis des bêtises, on aimerait bien s'étendre un peu plus au niveau national en fait, descendre un peu plus dans le sud, faire d'autres départements.